Et nous recevons Hervé Marseille. Bonjour et bienvenue. Merci d'être là. Vous êtes président du groupe Union Centriste et sénateur centriste de Paris. Non, des Hauts-de-Seine. Des Hauts-de-Seine, pardon, excusez-moi. Emmanuel Macron a-t-il eu raison de dire qu'Israël a le droit de se défendre alors que finalement Israël n'était pas formellement attaqué par l'Iran, même si on savait qu'il y avait ce programme d'enrichissement d'uranium? Écoutez, ça fait des années qu'Israël sait qu'elle a un adversaire principal qui est l'Iran. L'Iran a déstabilisé la région parce que le Hamas, c'est l'Iran. Le Hezbollah, c'était l'Iran. Les milices en Irak, au Yémen, c'est l'Iran. Bon, ce danger-là, c'est un peu écarté par l'action des Israéliens. Pour autant, il y avait le problème de l'arme atomique. On sait que l'Iran a toujours dit que son objectif, c'était de détruire Israël. Ils s'en sont jamais cachés. Il y a eu des tentatives diplomatiques, d'accords internationaux. Et là, les Israéliens ont considéré que l'Iran avait passé un certain nombre de caps et que les Iraniens étaient en situation d'atteindre leur objectif, c'est-à-dire d'avoir des bombes atomiques par l'enrichissement de l'uranium qui, normalement, ne devait pas dépasser les 3,67% d'après les accords passés. On est à 60%. On était à 60% et il faut être pas loin de 90 pour pouvoir faire les bombes atomiques. Donc à partir de là, on sait que ça fait des années que les Israéliens voulaient frapper préventivement. Ils l'ont fait. Est-ce qu'il faut un débat au Parlement, comme le demande la France Insoumise à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous le souhaitez aussi au Sénat? Écoutez, faire des débats, ça ne peut pas faire de mal. Mais ce sont des débats. Les conséquences n'existent pas. L'action, elle est menée par l'exécutif, c'est-à-dire par le chef de l'État qui a son domaine, qui est celui de l'action extérieure de la France. Il doit en rendre compte, et le gouvernement doit en rendre compte devant le Parlement. C'est ça surtout qui compte. Je veux dire, mais faire des débats entre nous au Parlement, pourquoi pas? Je veux dire, c'est jamais mauvais d'avoir cet exercice démocratique, que chacun s'exprime sur la situation. Mais et sur les intentions de l'exécutif, notamment sur la protection, la défense qu'on pourrait apporter à Israël. Est-ce que là, Benyamin Netanyahou a forcé un peu la main du président Emmanuel Macron, qui était sur le point de reconnaître un État palestinien? Est-ce qu'il y a une coïncidence, peut-être, entre ces deux événements? Je partage l'analyse de M. Rivière, qui s'est exprimé tout à l'heure. Je pense que c'est vrai que Benyamin Netanyahou est un maître, maître en politique. Bon, il a trouvé cette façon alors qu'il était assez bas, parce que voilà, ce qui se passe à Gaza, l'action d'Israël, sortir de cette situation, et hop, il est sorti, si je puis dire, par le haut. Et maintenant, effectivement... Ça ne nous fait pas oublier la politique israélienne vis-à-vis de Gaza? Non, je crois qu'il y a un aspect qui est effectivement ce qui est le sort réservé à Gaza et à ses habitants. Mais en la circonstance, j'allais dire, ça va passer au second plan parce qu'il y a quelque chose de fort et de supérieur qui est l'entrée en guerre d'Israël, puisque ce sont des actes de guerre qui ont été perpétrés. Et donc... je crois que ce que voulait faire le président de la République, qui au demeurant était discutable, parce qu'on ne voit pas bien quelles étaient les contreparties demandées par le président de la République. Il y avait le désarmement du Hamas, il y avait il y a des le otages. fait que le Hamas ne participe pas. Il y a des otages toujours. Il y a des otages, il y a eu des morts. Bon, c'est quoi la Palestine? Il fallait rendre aussi les otages. Ben voilà. Je veux dire, reconnaître la Palestine, oui, mais qui parle au nom des Palestiniens? Si les conditions sont remplies. Voilà, il y a quand même un certain nombre de conditions qui doivent être remplies. Vous avez suivi certainement la députée insoumise Rima Hassan qui a tenté de se rendre à Gaza dans un bateau humanitaire. C'est ça aussi, faire de la politique, mettre la lumière pour dénoncer une situation? C'est du cirque. Moi, vraiment, je suis atterré parce que maintenant, il y a des forces politiques et les filles sont tombées experts dans cet art qui font de la politique uniquement par les micros, par les images, par les réseaux sociaux. Je veux dire que la Palestine, elle est où là-dedans? Les Palestiniens, ils sont où? On parle que de Mme Rima Hassan, de sa copine Greta Thunberg, qui est désolée d'avoir dû prendre l'avion, mais on est où là? On est chez les fous. Je veux dire... il y a des choses sérieuses. Je veux dire, il y a des gens qui meurent tous les jours, il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui doivent vivre, et ça ne se résume pas à 4 copains sur un bateau. Je veux dire, tout ça, c'est de la blague. Donc, je pense qu'il faut avoir une vision un peu plus sérieuse de cette situation et avoir des actes qui portent. Et la France, si elle le peut,
doit porter par des actes pour défendre, bien sûr, le sort des Palestiniens, mais aussi vérifier la sécurité d'Israël et la stabilité dans la région, parce que tout ça peut dégénérer. Il y a d'autres pays, on voit bien, et j'espère en tous les cas que ce qui a été fait pour frapper l'Iran porte, et que les Iraniens, qui sont un grand peuple, puissent enfin sortir des griffes des mollahs et s'exprimer différemment. On va parler budget. On sait que ça aura des conséquences financières, cette guerre, celle qui est menée aussi entre l'Ukraine et la Russie. Et pour cela, il faut combler un déficit qui est important, 40 milliards d'euros à trouver dans le prochain budget 2026. Il y a une proposition qui a été faite au Sénat, qui est la taxe Zuckman, qui a été adoptée à l'Assemblée nationale et qui vient d'être rejetée au Sénat. Pourquoi vous l'avez rejetée ? Bon, d'abord parce que c'est pas parce qu'il y a une taxe qui est proposée qu'il faut la voter. Taxe sur les patrimoines les plus riches, oui, bien sûr. Au-delà de 100 millions d'euros, 2%. Non, mais j'ai lu ce qui se disait, etc. Donc il y a des gars qui arrivent, qui vous disent, voilà, il y a une taxe, il faut la voter, ça résout tout. Si c'était aussi simple que 20 milliards, ça rapporte 20 milliards, donc la moitié, effectivement, de l'argent à trouver. Je ne sais pas où on dit que ça rapporte 20 milliards. C'est un calcul. Ça existe déjà en Angleterre depuis à peu près 2 ans. Bon. Est-ce que vous pensez franchement que les gens qui ont ce patrimoine, ils sont 1800 en France, ils attendent tranquillement chez eux ce matin, assis sur un tas d'or, qu'on vienne leur dire vous êtes taxés? Ça fait belle lurette qui leurs possessions, qui sont surtout immatérielles, sont des entreprises, des actions, enfin des fortunes qui sont dispatchées dans le monde. Et donc les 20 milliards, moi j'attends de voir sur quoi ça repose. Alors sur le principe, nous, mon groupe n'est pas hostile à l'idée. On avait déjà proposé de taxer les superprofits, ce qui a fini par être fait, les rachats d'actions, etc. Mais tout ça rentre dans un budget global. Ce ne sont pas des mesures comme ça qui arrivent les unes après les autres. Donc on discute du budget. On est en train de travailler à quelque chose qui s'apparente à ce que proposent les promoteurs de cette taxe. Et on va voir, le Premier ministre doit faire des propositions qui seront nécessairement très fortes, parce que la situation l'exige, avant le 14 juillet, en tous les cas, c'est ce qu'il a annoncé. Eh bien, est-ce qu'on parle d'une taxe de 0,5% qui rapporterait 500 millions? Est-ce que ça vous paraît pas en deçà de... Voilà, c'est ça, il faut aller... mais c'est pour ça que je vous dis, c'est un ensemble. L'ISF rapportait à peu près 4,5 milliards. Oui. Enfin, il faut quand même que ce soit quelques... Il faut qu'on travaille sur un ensemble. Taxe suffisamment importante pour les... Il faut que ça soit un ensemble. Non, mais c'est facile de dire on taxe les riches. C'est pas nouveau. Georges Marchais disait il faut prendre l'argent là où il est. Je veux dire, pour autant, vous êtes d'accord sur le fait qu'il faut une contribution, puisque vous défendiez ces super profits. Bien sûr, mais on a surtout une dette et il faut qu'il y ait moins de dépenses. C'est pas en taxant qu'on va résoudre forcément tous les problèmes. Je crois que l'essentiel, c'est aussi que l'État dépense moins. Parce que si on continue de dépenser ce que nous dépensons année après année, on va continuer à avoir du déficit. Il y a le conclave des retraites qui se termine mardi prochain. Est-ce que ce serait acceptable pour vous qu'on remette en cause ces 64 ans, alors qu'à l'Assemblée nationale, il y a eu une majorité pour voter une proposition de résolution visant à exiger l'abrogation de la retraite à 64 ans? Écoutez, là aussi, tout le monde s'accorde à dire, tous les experts vous disent, on ne peut pas descendre en dessous des 64 ans. Le système, la réforme qui a été faite, c'est déjà insuffisant. On sait qu'à terme, c'est déjà très insuffisant. Donc, il faut rester aux 64 ans et puis essayer de trouver des solutions. J'espère que ce seront les conclusions du conclave avec les partenaires sociaux, notamment pour améliorer le sort des femmes, de la pénibilité et du travail des seniors. Mais on ne peut pas travailler moins qu'on ne le fait aujourd'hui. Il faudrait pouvoir travailler plus. Songez, je ne dis pas qu'il faut le faire, mais qu'au Danemark, on en est réduit à la retraite à 70 ans. On a un gros problème en Europe, et en particulier en France, c'est que nous avons une démographie qui bientôt sera négative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de naissances. Bon, en 2027, voilà. Et comme on est dans un système par répartition, c'est ceux qui travaillent qui payent pour ceux qui sont en retraite. Donc on voit très bien, en 2027 par exemple, il y aura autant de naissances que de décès. On voit bien qu'on est dans un système qui ne s'équilibre plus. Et voilà. Est-ce que vous craignez une censure des socialistes et de la gauche, évidemment, plus largement? Il y a effectivement cette majorité à l'Assemblée, RN, LFI, même le Parti socialiste, qui aujourd'hui fait un peu voler en éclats l'accord de non-censure qui avait été fixé. Bon, écoutez, moi j'espère que l'esprit de responsabilité prévaudra. Je ne suis pas à l'Assemblée nationale, mais je fais confiance à nos collègues députés. Est-ce que c'est le moment pour avoir une crise supplémentaire? On a parlé tout à l'heure de ce qui se passait tristement
au Moyen-Orient. On n'oublie pas ce qui existe en Ukraine. On voit bien ce qui est en Arménie. On voit bien les problèmes commerciaux que lève M. Trump. Est-ce que franchement, c'est le moment pour avoir une crise supplémentaire qui serait une crise interne pour dire non, mais on va rebattre les cartes, on va changer encore de gouvernement? Pourquoi faire, puisque de toute façon, on aura la même assemblée? Alors ça veut dire qu'il faudrait refaire une dissolution. Alors vous êtes favorable? Plus que ça. Non, mais c'est pas. Est-ce que franchement, c'est le moment de faire des choses pareilles? Je veux dire, ajouter la crise à la crise. Il faut que les gens soient responsables et trouvent des compromis. Donc pas de censure, pas de dissolution, pas d'élections législatives anticipées. Il faut des compromis. Il faut des compromis. Alors il y a la proportionnelle. Ça peut aussi mettre un peu d'eau dans le vin puisque une bonne partie de la gauche la souhaite et le Rassemblement national aussi. Ça pourrait arriver lors de la session extraordinaire du mois de septembre. Vous confirmez cette information? Le Premier ministre en parle. Après, le moment de la décision, je ne sais pas quand il sera. Moi, je suis favorable à la proportionnelle. C'est opportun alors qu'on a une assemblée qui est, grosso modo, comme s'il y avait la proportionnelle? Écoutez, par rapport aux élections de 2024, déjà, le Parti socialiste s'est distancié de LFI. Exit la NUPES. Donc, c'est déjà un premier point. La proportionnelle, ça permet de fluidifier l'Assemblée nationale et ça permet des coalitions. Quand on a un bloc radical de droite à 143 sièges, quand on a un LFI à 15% qui a un peu plus de 70 députés, si on veut trouver des coalitions pour permettre à ce pays d'être gouverné, il vaut mieux la proportionnelle. Très rapidement, il y a la loi PLM qui doit éventuellement revenir au Parlement. Gérard Larcher a demandé qu'il n'y ait pas de commission mixte paritaire qui soit convoquée. Est-ce que vous pensez qu'il faut faire cette loi à moins d'un an des élections municipales? Le président Larcher a demandé qu'elle soit reportée. C'était le 17, ça sera le 24. Écoutez, là encore, c'est une réforme qui est demandée depuis longtemps. Pour des raisons locales, les uns ou les autres sont pour ou sont contre. À Marseille, le maire est pour. À Paris, le maire socialiste est contre. Et à Lyon, ça dépend des jours. Donc, je crois qu'il faut laisser, là encore, un compromis s'installer. Merci beaucoup Hervé Marseille d'avoir été avec nous, président du groupe Union Centriste et sénateur des Hauts-de-Seine. Merci à vous d'avoir été dans la matinale. Tout de suite, les informés.